Bonjour tout le monde et bienvenue tout le monde. Je vous présente aujourd'hui Antoine qui va vous parler d'une notion d'estimation qu'on pourrait peut-être oublier et bien se porter après. Donc Antoine, je te laisse la place pour N'estimons plus, nous n'estimons plus et tout va bien. Ça marche. Merci Alain. Du coup, Je t'en prie. bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être présent là pour cette conférence. Le titre est Nous n'estimons plus et tout va bien. Du coup, je vais me présenter en quelques mots, puisque ça m'intéresse pas de prendre tout le temps pour se présenter. Donc, moi, c'est Antoine Comble, je suis coach agile chez Zenica depuis 4 ans maintenant, et j'interviens principalement dans leur mission. Et là, actuellement, je suis chez Decathlon pour la mission. Et là, tout ce qu'on va voir dans la suite de la conférence, c'est des choses qui sont actuellement mises en place dans les équipes que j'accompagne, donc chez Decathlon. Euh, un petit merci aux sponsors, enfin un grand merci aux sponsors qui font que ces 2 journées puissent se passer, avoir des conférences au top, des ateliers aussi. Donc merci aux sponsors. Et c'est parti pour la conférence. Du coup, comment ne pas démarrer cette conférence par cette petite citation de Mike Biddle, qui est un des co-signataires du Manifeste Agile. Donc Mike Biddle, ça a été un des premiers à avoir mis en place le Scrum vraiment dans des entreprises et puis à l'échelle, d'avoir mis Scrum en masse dans ses équipes. Et un jour, il y a un manager qui est venu le voir en lui demandant, Mike, pour quand vous pensez pouvoir livrer cette feature? Donc il a demandé à son manager qui était venu voir en lui disant, est-ce que tu veux la vérité, tu veux vraiment une estimation ou est-ce que tu veux que je te réponde franchement? Donc le manager a dit, moi je veux une estimation. Et donc McBiddle lui a répondu par cette phrase qui est que les estimations, c'est le meilleur mensonge qu'il puisse lui donner à son manager. Donc il lui a après, voilà. Il y a eu un débat, tout ça autour de, donne-moi quand même une estimation. Bon, finalement, ils ont quand même fourni une estimation. Mais voilà, j'aime bien cette petite citation qui dit que les estimations, c'est quand même un mensonge. Mais pourquoi on estime? Pourquoi on nous demande toujours d'estimer les tâches qu'on va avoir à faire, le travail qui va arriver à faire, qu'on va avoir à faire? Vous serez forcément amené pour un démarrage de développement, de features, de nouveaux produits, de nouveaux projets, d'estimer parce on a besoin de savoir combien de temps ça va prendre pour réaliser du coup ces développements. Et derrière, la personne, le sponsor, hein, la personne, le client, la personne qui va mettre l'argent, ça va aussi permettre de savoir combien de personnes il faut pour faire ce projet, ce produit, et du coup, combien ça va lui coûter. Donc, c'est principalement les deux questions qui sont amenées au démarrage d'un projet. Mais depuis peu, avec l'agilité qui s'est mise en place, Scrum, on a commencé à avoir une nouvelle notion et on estime pour essayer de calculer cette putain de vélocité, excusez pour le terme, et croire qu'avec cette vélocité qu'on veut qui augmente tout le temps, en plus, hein, l'intérêt c'est de la faire augmenter coûte que coûte, parce que sinon, ça veut dire que l'équipe, elle travaille moins, ou elle se prend un petit peu de répit pendant ses itérations ou pendant les développements, et croire que grâce à cette vélocité qu'on calcule, on va réussir à prédire l'avenir et on va réussir à estimer pile poil quand est-ce qu'on va avoir fini nos développements. On verra par la suite, du coup, comment on peut s'en passer. Mais voilà, on va voir d'abord différentes techniques d'estimation dont vous avez peut-être déjà pratiqué ou seulement entendu parler. Je pense que la plupart, vous avez déjà pratiqué. Donc avant, il y avait les jours hommes, quand c'était, enfin, surtout pour le cycle en V, ça marche très bien. C'est de dire, c'est quelque chose qu'on a déjà fait, on reproduit exactement le même schéma. Donc du coup, si on prend pour construire un mur, il faut 5 jours. 5 jours pour une personne, et le mur de la maison d'à côté, c'est le même mur, ça va prendre 5 jours. Donc on estime en jours hommes. Avec l'arrivée de l'agilité, ce qu'on a vu beaucoup, c'est les story points, avec la suite de Fibonacci, des cartes avec des chiffres, enfin, il y a plus ou moins les mêmes nombres affichés sur les cartes, il y a plus ou moins le même nombre de cartes, selon les équipes, selon les éditeurs de cartes aussi de poker planning. Il y a aussi le pifomètre qui marche plutôt pas mal, qui est aussi beaucoup utilisé encore maintenant malgré d'autres techniques. Donc le pifomètre, c'est une méthode qui a été documentée sur le ton de l'humour par Larache. Donc je vous donnerai le lien à la fin si vous voulez aller voir. C'était vraiment documenté, donc c'est pas à mettre dans les mains de tout le monde parce que si c'est pris au sérieux, ça pourrait faire des ravages dans vos équipes. Donc
En Scrum, souvent on fait les story points, mais peut-être certaines personnes sont pas trop à l'aise avec les chiffres, n'aiment pas trop les chiffres, donc on a décidé de, tiens, si on faisait des t-shirts. Choisir la taille de t-shirt pour estimer si c'est compliqué à faire, simple à faire, si ça prend du temps ou pas. Parfois, pourquoi pas transformer la taille de t-shirt ou les story points en jour homme, comme ça au moins on revient au temps d'avant. Et d'autres méthodes qui sont un peu plus aléatoires, le doigt mouillé, le sens du vent, votre humeur du matin. S'il fait beau comme aujourd'hui, là où je suis, ben, je suis de bonne humeur, donc peut-être ce sera un 3. Hier, il y avait une grève de métro, donc du coup, j'ai mis 2 heures pour aller au boulot, ben, ce sera un 8. Pourtant, c'est la même tâche. Et aujourd'hui, il fait beau, donc c'est de bonne humeur, c'est un 3. Mais pour la même tâche, hier, j'aurais mis un 8. Donc c'est un peu plus aléatoire. Donc ça, c'est les différentes techniques qu'on a. Il y en a peut-être d'autres, mais du coup, c'est les 5, moi, que je rencontre le plus souvent. Et dans les équipes que j'accompagne, qui font la plupart du temps du Scrum ou qui essayent de faire du Scrum, ou qui disent faire du Scrum, on utilise beaucoup plus les storyboards. Mais comment ça se passe typiquement dans les équipes qui estiment? Donc pendant votre sprint planning, comment ça se passe? Ben, du coup, le ou la product owner, en fait, elle présente un élément de travail à réaliser, une tâche, une user story, enfin, un ticket. L'équipe en face, toute l'équipe, les développeurs, les testeurs, il peut même avoir le designer, l'UX, enfin, toutes les personnes qui vont avoir à travailler sur cette tâche ou à contribuer sur cette tâche, en fait, vont poser leurs questions pour essayer de clarifier le besoin, être sûr qu'elles ont bien compris. Une fois qu'on a posé toutes les questions, le besoin était clarifié. Chacun prend dans son petit jeu de cartes, donc soit les story points, soit les t-shirts, ou utilise sa main si vous avez pris des story points qui passent sur une main entre 1 et 5. Chacun choisit sa carte, la pose devant lui face cachée. Là, le Scrum Master, il est content puisqu'il peut faire 1, 2, 3, on retourne sa carte. Chacun retourne en même temps sa carte et après on discute de la valeur qu'on a mis sur la carte, pourquoi on a mis un 5, pourquoi on a mis un 8, pourquoi Jean-Paul, lui, il a mis un 3 alors que Marine a mis un 8. L'équipe discute jusqu'à trouver un consensus, à savoir quelle valeur on met réellement à cette tâche parmi enfin, les différentes valeurs qu'on a mis nous en équipe. Si on ne trouve pas de consensus, ben on refait une phase de questions, de clarification, on refait une phase de vote, on recommence jusqu'à vraiment trouver un consensus et en phase que toute l'équipe est d'accord pour mettre, voilà, par exemple, dans l'exemple, on peut dire pour mettre un 5, par exemple, sur cette tâche. Donc ça, c'est une recette qu'on applique, que la plupart des équipes qui estiment appliquent enfin, en sprint planning ou dans une autre réunion qu'on applique à Scrum. Ça peut être fait pendant un affinage de tickets. Enfin, peu importe comment on appelle ce moment, l'idée, c'est que cette recette est toujours appliquée, peu importe la carte, et on fait toujours la même chose. Donc c'est une recette de cuisine, mais en lisant cette recette, est-ce que il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait enlever, des parties de cette recette qu'on pourrait enlever pour réduire le gâchis, gagner du temps sur la réalisation, enfin gagner du temps en travaillant effectivement sur cette carte, et du coup gagner à apporter le plus vite possible la valeur qu'on espère de cette carte à l'utilisateur. Mais en fait, si, on peut, et on va voir comment dans la suite. Euh, Donc en fait, le titre de la conférence, c'est On n'estime plus et tout va bien. Ouais, l'idée, c'est on peut se passer des estimations. On peut se passer de cette phase de choix de carte, de dire moi je mets un 5, je mets un 8, pourquoi tu as mis un 5, pourquoi tu as mis un 8. Donc on peut se passer de cette phase pendant la recette, pendant le sprint planning. Par contre, on ne peut pas se passer de la discussion. Toutes les discussions qui sont attenantes au ticket pour clarifier le besoin, bien comprendre ce qu'il y a à faire, que l'équipe se mette d'accord sur là où les solutions possibles à mettre en place, en choisissent une, laquelle ils vont implémenter. Tout ça, en fait, on le garde. Par contre, on enlève je choisis ma carte, je la mets face cachée, on attend le top du Scrum Master, on retourne la carte. Cette partie-là peut être supprimée à condition d'avoir 4 ingrédients que je vais vous détailler. Et pourquoi, en fait, on peut se passer des estimations? Parce qu'en fait, en tant qu'être humain, on est très mauvais, on n'est pas doué. Naturellement, c'est pas inné en nous, en fait, c'est pas une faculté qu'on a pour fournir des estimations. On a souvent tendance à sous-estimer les risques et à avoir une confiance incroyable, inconsidérée en nos capacités, tant à réagir
face à un problème qui pourrait arriver, face à un changement, qu'à nous adapter. L'être humain, de nature, est toujours trop optimiste. Par exemple, enfin, si je prends l'exemple de mon enfant me dit Papa, tu peux venir m'aider sur quelque chose, enfin, tu peux venir m'aider. Je vais lui répondre oui, j'arrive dans 2 minutes. Est-ce que ce sera vraiment dans 2 minutes? Est-ce que ce sera pas dans 5 minutes? Dans 10 minutes? Euh, D'autres exemples de la vie courante, hein, quand vous dites ouais, j'ai bientôt terminé, enfin, j'ai terminé dans 10 secondes, je suis là. Attends 2 secondes, j'arrive. En fait, les 2 secondes sont jamais réellement là parce qu'on n'est pas bon pour estimer. Et en tant qu'être humain, en plus d'être mauvais dans les estimations, on a besoin d'être dans un monde qui est organisé, prévisible. Or, le monde dans lequel on vit, enfin, l'incertitude règne, les changements sont permanents, il faut toujours être en train de s'adapter. Et donc, ça ne nous aide pas, nous, êtres humains, à être en sécurité. Et donc, on a mis en place ce mécanisme d'estimation, enfin, dans le développement, ce mécanisme d'estimation pour essayer de faire face à ces aléas, à ces changements, et à essayer de garder un peu le contrôle sur cette incertitude qui nous entoure. Et en plus, si on va même plus loin, enfin, chez certaines personnes, la plupart du temps, c'est des managers, des chefs de projet, mais pas seulement, ça peut être aussi des développeurs, hein, qui ont du mal à percevoir ces estimations comme une estimation. On pense que, on suppose que, mais en fait, c'est pas une promesse. C'est pas parce que on vous dit j'arrive dans 2 minutes qu'il faut entendre dans 2 minutes, enfin, pile poil dans 120 secondes, je suis là. On estime que c'est pas un engagement ni une promesse. Par contre, on est meilleur dans la comparaison. Et c'est là où on va pouvoir se passer des estimations, plus pour essayer de deviner le futur, mais en se comparant à ce qu'on a déjà fait dans le passé. Donc, comment se passer des estimations? Rentrons dans le vif du sujet. Une nouvelle citation de Vasco Duarte, qui est un peu le précurseur de tout ce qui est le mouvement No Estimate, qui a aussi une bonne citation sur les estimations, qui dit que croire en les estimations, c'est pire que croire que les licornes existent. Parce qu'au moins les licornes, elles sont inoffensives et elles sont fun, tandis que les estimations, elles peuvent détruire votre organisation et en plus, à choisir une carte, la retourner, à savoir si je mets à 5 ou à 8, vous êtes tout seul devant votre jeu de cartes, c'est un peu ennuyant à faire, surtout si vous le faites dans votre sprint planning. Si votre sprint est long, vous avez beaucoup de tâches à estimer. Donc, si vous faites ça 30 fois ou même 15 fois toutes les 2 semaines, ça peut être, alors, c'est assez ennuyant à faire. Donc, bah, si vous parle de Vasco Duarte, c'est pas anodin, c'est parce que du coup, le premier ingrédient à mettre en place, c'est de tendre vers le no estimate, de prendre certaines parties du no estimate, surtout la philosophie du mouvement. Euh, donc Vasco Duarte, lui, ce qu'il a dit, il n'a pas juste dit no estimate, on n'estime plus, il préfère, et donc il a bien rajouté la deuxième partie de sa phrase qui est on se concentre sur ce qui compte, sur ce qui apporte de la valeur. Donc en fait, quand on estime un ticket, on pense le coût que ça va avoir, le coût que ça va avoir. Si c'est un 8 ou si c'est un 13, ça n'aura pas le même coût. Par contre, si on discute de la discussion, quel impact ça va avoir à réaliser cette tâche, à livrer cette feature à l'utilisateur, quel valeur business ça peut avoir, combien ça va avoir d'impact sur mon chiffre d'affaires, sur mon panier moyen, sur le nombre d'utilisateurs qui vont transformer leur panier en réelle commande, qui vont transformer leur visite en une commande même d'un seul produit, mais de les amener à transformer leur visite en achat. Ah, voilà, il veut qu'on se concentre sur ça. Du coup, enfin moi là, c'est mon idée, c'est pas de vous dire faut aller faire nos estimates, euh, faut plus estimer du tout ça. C'est vraiment vous donner des ingrédients pour arriver à vous passer des estimations. Souvent dans les équipes que j'accompagne, quand j'arrive au début, je leur pose la question, pourquoi vous estimez, dans quel but vous estimez, dans quel but vous choisissez votre carte ou votre taille de t-shirt. Et la plupart du temps, on me répond, bon, on estime parce que dans Scrum, on dit qu'il faut estimer, parce qu'il faut qu'on donne un horizon de quand est-ce qu'on va le livrer. Et donc souvent, il y a le biais de mes points sont transformés en jours. L'approche no estimate est différente, hein. Du coup, on se focus sur ce qui compte sur les impacts. Et du coup, il y a les 3 points.
c'est on compte le nombre d'éléments de travail terminés. Donc, on va regarder dans le passé combien on a terminé d'éléments. On compte ces éléments. Ensuite, on ne supprime pas le besoin d'échanger, on n'enlève pas la discussion. On continue à réunir l'équipe. On se pose des questions. On fait en sorte de clarifier le travail, être sûr que tout le monde a compris ce qu'il fallait faire, a compris comment on allait le faire et a compris surtout pourquoi on le faisait. Et le dernier gros point dans le No Estimate, c'est on découpe les éléments de travail en les plus fins éléments de travail possibles. Pas forcément qu'ils soient d'une taille relativement uniforme, mais enfin, qu'il n'y en ait pas dès qu'ils vont super vite et dès qu'ils vous prennent 6 mois à faire. L'idée, c'est de trouver le juste milieu. Et il faut que chaque élément de travail apporte quelque chose à votre solution, à votre produit, à votre projet, au site internet, enfin peu importe. Il faut que chaque élément que vous avez découpé, il soit livrable tout seul et il apporte quelque chose. Ça, c'est vraiment la philosophie No Estimate. Donc, c'est l'ingrédient numéro un. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur le sujet, il y a Frédéric Leguédois, qui est une référence en France sur le sujet. Il propose des formations complètes sur le No Estimate d'une journée ou de 2 journées. Il a bien plein de vidéos YouTube, il fait plein de conférences sur le sujet. Donc, je vous conseille de regarder un peu ce qu'il dit. En deuxième ingrédient, en fait, ce qu'on a vu, c'est que l'être humain, il est mauvais pour estimer. Par contre, il est bon pour comparer. Et donc, l'ingrédient numéro 2, c'est l'empirisme. Donc, l'empirisme, qu'est-ce que c'est? C'est on s'appuie sur l'expérience, sur les données, sur ce qui s'est passé. On regarde ce qu'on a fait dans le passé, on analyse, on récupère les données, hein, on les collecte, on les analyse, après on fait en sorte de les visualiser, mais on se base sur l'expérience. Comme ça, on n'a pas de a priori, ça enlève tous les a priori, ça enlève tous les biais cognitifs qu'on peut avoir en tant qu'être humain. Typiquement, il y a des personnes qui sont suroptimistes, il y a des personnes qui verront plus le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Il y a des personnes qui sont enfin, qui arrivent plus facilement à s'adapter, plus facilement à anticiper. Et donc, dans une équipe, enfin, quand vous avez ça, du coup, dans les cartes, ça va se refléter. Là, si vous appuyez sur l'expérience et sur les données, sur ce que vous avez été capable de faire dans le passé, ça lisse un peu tous ces biais cognitifs. Et le premier, après avoir établi ce que c'est l'empirisme, tout ça, c'est Francis Bacon. Donc, de mémoire, c'est un homme d'État anglais. Et c'est un peu lui qui a établi les fondements de cette science, parce que pour lui, c'est une science. Donc là, on a le deuxième ingrédient qui est l'empirisme, si on s'appuie sur l'expérience. Le troisième ingrédient, c'est la gestion de votre flux. Donc la plupart du temps, vous avez un processus qui est découpé en différentes étapes. Et bien, ça va être de vraiment regarder ce qui se passe dans votre flux. Comment les tickets transitent à travers le flux? Où est-ce que, comment je peux observer? Où est-ce que ça bloque? Où est-ce que j'ai des points de blocage? Et donc, c'est pas juste je déplace un ticket d'une étape à une autre, c'est aussi je regarde combien de temps il reste dans cette étape. Est-ce qu'il fait beaucoup d'aller-retour de retour arrière? Est-ce qu'il n'y a pas des tickets qui font du début directement à la fin sans passer par les étapes du milieu? Et tout ça, du coup, cette gestion de flux, elle va demander des nouvelles mesures qui n'étaient peut-être pas faites dans vos équipes dès le départ, qui étaient pas enfin, qui sont pas forcément dans les miennes non plus dès le départ, de dire, voilà, on va s'ajouter quelques mesures. Il n'y en a pas 50 ans. Il y a quelques mesures à ajouter. Et en regardant ces mesures, d'elles-mêmes, ça va suggérer des actions d'amélioration. D'elles-mêmes, même sans votre œil à vous, en fait, l'équipe sera capable de se dire, non, mais là, on a un problème. Donc, ça va rendre visible vos problèmes dans votre flux. Et l'équipe d'elle-même pourra analyser, voir qu'il y a un problème, et après, peut-être se tourner vers vous, en tant que Scrum Master, coach agile, se tourner vers vous pour dire, ben, comment on analyse, quelles actions on peut mettre en place, euh, qu'est-ce qu'on fait, comment on mesure si ça marche ou si ça marche pas. Donc la gestion de flux. Et pour continuer du coup sur la gestion de flux, en fait, bah, il n'y a que 3 métriques qui sont à regarder. C'est le work in progress. Donc tout travail, enfin c'est le nombre d'éléments sur lesquels, enfin, qui sont en cours à tout instant. Donc si vous regardez maintenant, il y en a 10. Vous dites, bah, vous regardez demain, il y en a 15. Bah voilà, le work in progress de demain, c'est 15. D'aujourd'hui, c'est 10.
c'est le nombre d'éléments sur lesquels l'équipe est en train de travailler à l'instant où vous regardez. La deuxième métrique, c'est le temps de cycle. Combien de temps il a fallu à un élément pour passer à travers votre processus. Donc ça, c'est à vous de définir le début, la fin de votre processus que vous voulez observer, sur lequel vous voulez agir. Mais une fois que vous avez choisi ce début, cette fin dans votre processus et les étapes qui sont entre les deux, pour comparer par la suite, il faudra garder exactement la même définition. Et le troisième, c'est le débit. Combien d'éléments ont été terminés par unité de temps? Donc du coup, c'est si vous dites, je regarde toutes les semaines combien on a fait de tickets, et vous allez pouvoir voilà, calculer, collecter les données, les observer, les visualiser, et peut-être vous, ça va vous montrer des problèmes, ou ça va vous suggérer des améliorations, comme on a vu juste avant avec la gestion du flux. Vous dire, c'est bizarre parce que la semaine dernière, avec la même équipe, on a fait 10 tickets, cette semaine, on n'en a fait que 2. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette semaine? Pourquoi on est tombé à 2? Est-ce qu'on a eu plus de problèmes de production, par exemple? Ou est-ce que on a eu besoin de plus d'analyse sur un ticket, un qui était dépendant d'une autre équipe, et la dépendance est venue trop tard. Et donc, du coup, on a dû attendre. Elle est restée longtemps dans le mode, à démarrer, elle n'était pas démarrée. Et donc, avec ces trois métriques, vous allez être capable de visualiser si votre flux se porte bien ou non. Après, on a de la chance, on a tous de la chance du coup, mais c'est que ces trois métriques, on a réussi, c'est pas moi, j'ai pas trouvé qui a fait, mais on a réussi à les transformer avec une formule mathématique. Donc à la base, c'est la loi de Little, donc elle s'appliquait pas du tout à la gestion de flux, hein, c'est une formule mathématique qui a été transformée pour combiner ces trois métriques. Et du coup, cette loi de Little, elle dit que le temps de cycle, c'est le nombre d'éléments qui sont en cours, donc le work in progress, divisé par le débit. En gros, cette loi de Little, quand vous la regardez directement, en fait, ce qu'elle vous dit, c'est que plus vous avez d'éléments en cours, donc de work in progress, plus il faudra de temps pour les traiter. Parce que du coup, le numérateur, il va grossir. Et avec cette loi de Little, en fait, son but principal, hein, si vous faites dans le Kanban, son but principal, c'est d'optimiser votre flux de travail, de trouver la bonne combinaison pour que votre cycle time il soit bas, mais que vous soyez quand même en train de faire, voilà, qu'il y ait quand même des éléments en cours. Le but, c'est pas d'avoir un work in progress à 1 ou quoi pour avoir un cycle time faible. Et du coup, en regardant ça, c'est si vous voyez que votre cycle time augmente, vous, ça va vous afficher, vous montrer potentiellement des problèmes. Votre flux il est peut-être moins fluide. Vous allez perdre du temps parce que vous allez traiter plusieurs choses à la fois. Votre équipe, elle va devoir faire du switch entre les différentes tâches. Votre élément sur lequel vous êtes en cours, il impacte peut-être un autre, et donc du coup, vous avez démarré les deux, vous voyez qu'il y a un impact, vous repassez sur le premier, puis sur le deuxième, et vous faites les deux en même temps au lieu de faire un entier. Et en fait, c'est en Kanban, quand vous voyez que votre cycle time il augmente régulièrement, euh, l'objectif, en fait, l'action derrière, c'est que du coup, il faudrait retravailler votre flux pour faire en sorte de déjà regarder ce qui se passe, pourquoi ça augmente, et de faire en sorte de revenir à quelque chose de stable. Il n'y a pas de valeur magique. Il ne faut pas dire votre cycle time il doit être de 1 ou de 5. Il n'y a pas de valeur magique. Ce qu'il faut, c'est que ce soit une valeur constante qui va à votre équipe pour garder un rythme de travail dans les valeurs agiles, enfin les principes, un rythme soutenu et soutenable par l'équipe. Donc maintenant qu'on connaît les trois principaux indicateurs à calculer, hein, qui sont le cycle time, work in progress et le débit, voilà, avec la loi de Little, on sait comment ils se combinent. Est-ce qu'il n'existerait pas déjà des outils, des indicateurs qui pourraient aider justement ces, à voir ces problèmes directement sur le flux et à se dire, maintenant, j'ai plus besoin d'estimation maintenant parce que juste en regardant simplement ces indicateurs-là, je suis capable de passer des estimations, je suis capable de répondre aux questions de pour quand j'ai fini, quand est-ce que j'aurai fini, avec quel indice de confiance. Et bien, là aussi, on a de la chance parce qu'en fait, ça existe déjà, ou presque partout.
Donc le premier, en fait, c'est le cumulative flow diagram. Donc ça, si vous utilisez un outil de gestion de tickets, style Jira, en fait, bah, il l'a d'office. Euh, c'est natif dans l'outil. Donc en fait, ça montre la stabilité, ça vise à montrer la stabilité de votre procédé dans le temps. En fait, ça suit et ça accumule chaque tâche qui entre et qui sort de votre flux. Et ça montre aussi dans quel état c'était, donc peu importe dans quel statut ça passe dans quelles étapes de votre processus le ticket passe, en fait, il est comptabilisé à chaque fois. Donc, enfin là, il n'y a pas toute la légende, mais dans l'axe X, c'est le temps, l'ordonnée, c'est les tâches, donc le nombre de tâches. Ça, c'est tous les tickets que vous pouvez prendre, tous les types de tickets que vous pouvez prendre, la user story, tâches. En gros, c'est les tickets, vos tickets que vous traitez dans votre flux, dans votre produit. Et ça permet d'avoir à chaque, euh, chaque temps, enfin chaque jour, chaque mois, enfin peu importe après l'échelle que vous prenez, tout ce qui s'est passé, où les tickets étaient, le nombre de tickets qu'il y avait par étape. Et en regardant là, du coup, ce cumulatif, le diagramme, on voit directement, oui, ça donne directement le work in progress. Ça donne aussi le débit moyen. Ça donne aussi le temps de cycle moyen. Donc, on a directement, en fait, sur ce graphique, les trois métriques qu'on a vues juste avant. Sauf que, bon, après, il n'est pas trop sexy à lire, hein, c'est un peu complexe, mais une fois que vous avez à peu près compris où il faut regarder, ça vous donne directement les trois métriques et ça permet de vous dire, là, par exemple, si on regarde le to-do à la fin à droite, on voit que le to-do augmente. Donc, l'équipe, il y a beaucoup de travail qui rentre dans la banette de l'équipe. Par contre, on donne, on stagne. Donc, c'est de se demander pourquoi on en a autant, enfin, plus qui rentrent que ce qui sort ou même qui sont en train d'être traités. Et donc, ça soulève, voilà, d'office une question de, c'est bizarre, on en a beaucoup plus qui rentrent que ce qui ne sort. Voire même, on sort plus rien depuis quelques jours, voire quelques semaines. Donc, en regardant ce graphique, on a déjà une idée de qu'est-ce qui se passe. Donc là, on sait, avec celui-là, voilà, on a directement les trois indicateurs, enfin les trois métriques du flux qui sont affichées. Mais avec ça, ça ne me permet toujours pas de me projeter. Enfin, avec ça, vous savez juste dire, mon to-do, il augmente, mon done, il augmente pas. Mais si je vous demande quand est-ce que vous aurez fini le développement de telle feature, je serai toujours incapable de le dire. Et ben, c'est ce qu'on va voir, mais pas tout de suite. Parce qu'entre deux, il y a d'autres indicateurs qui vont vous aider. Alors celui-là, il vise principalement à vous montrer là où sont vos encours. C'est c'est ce qui s'appelle le vieillissement en fait. Ça veut dire que chaque ticket qui est dans votre flux, chaque jour qui passe et qui reste dans votre flux, en fait, on incrémente de 1, enfin le nombre de jours de 1. Et plus il stagne dans une colonne, plus il est haut dans l'axe des ordonnées. Par exemple, là, dans Ready to Develop, on a un ticket qui est presque à 200 jours. Donc, ça fait presque 200 jours qu'il a été créé et qu'il est là, en fait, qu'il est dans Ready to Develop. Et là, ça permet de savoir à peu près le temps que les tickets passent dans les colonnes, enfin, dans vos sous-colonnes, dans vos états, qui sont sur l'axe des abscisses. Là, l'axe X, c'est les différents états. En ordonnée, c'est toujours, enfin, c'est un nombre de jours et ça vous dit, ben, tiens, mon ticket, j'ai un ticket, ça fait 200 jours qu'il est là, il n'a pas bougé. En Dev in Progress, actuellement, j'ai une patate avec, j'en ai 8. Et en fait, ça va vous donner s'il y a des statuts, des étapes dans votre flux dans lesquelles vos tickets restent sans bouger, en fait. Ne bougent pas, restent là, stagnent. Et donc, juste en le regardant, uniquement en le regardant, en fait, ça va vous soulever aussi d'autres questions. Vous dire, bah, tiens, code review done, j'en ai un, il est là, ça va presque faire 40 jours. Ben, dans Ready to Develop, j'en ai plein. Donc, en fait, on en a plein de prêts, mais on n'est pas capable de les dépiler. Donc, ça expliquerait, par exemple, pourquoi dans le CFD, juste avant, on voyait la to-do qui augmentait et le done qui bouge pas. Parce qu'on les empile, mais derrière, en fait, on n'a pas la capacité, l'équipe n'a pas la capacité de traiter tous les tickets qui rentrent. Et ça permet aussi, par exemple, en analyse, de voir si un développeur est bloqué sur une tâche ou s'il a besoin d'aide, mais qu'il n'ose pas, enfin voilà, qu'il n'ose pas forcément le dire ou quoi. Et ben avec ce graphique, cet indicateur, ça va vous permettre de le voir. Et du coup, après, aller questionner soit directement la personne en one-one, soit de soulever la question en daily ou dans la journée, peu importe après le fonctionnement que vous avez, mais de soulever la question de, tiens, ce ticket-là, ça fait longtemps qu'il n'a pas bougé, t'es bloqué, tu as besoin d'aide, et ça va vous aider.
Et le troisième, avant de passer vraiment à comment on peut être prédictif, c'est le nuage de points de temps de flux. Donc en fait, celui-là, c'est à chaque fois que vous terminez un ticket, c'est symbolisé par un point bleu. Chaque fois que vous terminez un ticket, ça vous met le temps, enfin son cycle time, le temps de cycle, le temps qu'il a fallu pour qu'il soit traité. Donc c'est pareil, c'est à vous de définir votre début, votre fin pour votre temps de cycle. Après, l'idée, c'est de garder le même, sinon vous ne pourrez pas comparer. Mais à chaque fois que vous avez un ticket terminé, ça vous met un point sur le graphique et ça vous dit que là, entre le 2 et le 16 septembre, ben, vous avez un ticket qui a fallu pratiquement 100 jours, là, en plein milieu, vers le 9 septembre, là. 100 jours pour qu'il soit traité. Le 2 septembre, vous en aviez un presque à zéro. Donc, du coup, de voir est-ce qu'il est bien passé dans toutes les étapes? Est-ce que c'est pas quelque chose qui a été fait en sous-marin, qui est passé de à faire à fait directement? Et donc, après, ça va être à vous d'analyser hein, les différents points, les différents points qui sont sur le graphique pour toujours questionner et essayer d'optimiser votre flux. Puisque la principale source qui va vous permettre d'être prédictible, ça va être d'avoir un flux stable, un temps de cycle stable. Et là, ce qui est intéressant sur ce graphique, en fait, c'est qu'on voit, il y a trois, je ne vois pas si vous voyez, mais il y a quatre courbes en pointillés qui sont 50%, 75%, 85% et 95%. Et en fait, ces droites en pointillés, ça permet de dire que j'ai 50% des tickets sont faits en 10 jours ou moins, 95% des tickets sont faits en 80 jours ou moins. Et ça va vous permettre, en tant qu'équipe, de définir ce qu'on appelle le SLE, c'est le Service Level Expectation de l'équipe. Donc, c'est un niveau de service qui va vous permettre de dire, en vous basant là justement, je fais juste sur le graphique, de dire, ben, quand une demande m'arrive, une fois que, je sais pas, par exemple, on a passé tout ce qui était la phase de discovery, maturation, affinage, une fois qu'elle est en ready to develop, il y a 95% de chances qu'il faille 80 jours pour la traiter. 80 jours ou moins pour la traiter. Il y a 50% de chances qu'il faille 10 jours ou moins. Et là, en fait, ça va être à l'équipe de se dire, ben, le SLE de notre équipe, ce sera 50%, 75%, 85%. Et à partir de ça, en fait, moi, ce que je fais avec mes équipes, c'est qu'on réunit le product manager, et puis même les personnes au-dessus, hein, le sponsor, les décideurs, ben, pas les clients, parce que c'est des utilisateurs comme vous et moi sur le site de Decathlon, mais les parties prenantes de chaque pays qui ont sur Decathlon, et de leur dire, ben, nous, notre équipe, on a décidé que, vu ce qui s'est passé sur les 3 derniers mois, par exemple, on prend 85% de SLE. Donc, quand vous faites une demande, euh, il faudra 50 jours ou moins. Donc, le temps qu'on n'a pas atteint les 50 jours, en fait, il ne peut pas venir vous taper dessus. L'idée, c'est quand même de ne pas faire 50 jours, c'est de rester, d'aller le plus vite possible entre le moment où vous la prenez en compte et le moment où vous la traitez. Mais c'est de se dire, bah voilà, notre SLE nous autorise 50 jours pour certaines demandes. Et avec ça, ce qui est, ça vous permet d'avoir la transparence vis-à-vis de toutes les parties prenantes de votre produit. Ça permet aussi de remettre l'équipe au centre en disant, on va pas vous donner une estimation au pif de ce sera fait dans 6 mois. On va vous donner un truc basé sur nos données, sur comment on fonctionne, comment notre équipe fonctionne, comment notre process fonctionne. Et si vous voulez voir les données réactualisées, ben en fait, vous avez accès à ce graphique et vous allez voir quand est-ce que votre demande, ben voilà, vous allez voir si vraiment on garde le temps, on est dans les temps ou pas. Et ça permet de mettre, enfin moi j'ai vu dans les équipes que j'accompagne, dans lesquelles c'est mis en place, ça permet de remettre la confiance entre ben là même jusqu'au N+4, juste de N+4 jusqu'à l'équipe sur, OK, ils m'ont annoncé qu'il fallait, enfin nous actuellement c'est plus le graphique là, mais on a 20 jours. Notre SLE de 85%, c'est 20 jours. Donc quand une demande elle arrive, elle est priorisée, on se dit qu'on a ben voilà, 85% de confiance que dans les 20 jours, ils l'auront. Et voilà, du coup, on est beaucoup moins embêté, beaucoup moins pressurisé par la hiérarchie, par les parties prenantes, par le sponsor hein, qui met l'argent pour l'équipe, parce que c'est basé sur nos données. Et ça, le SLE, c'est vraiment pour chaque équipe, hein. Du coup, là, c'est à vous de choisir. Ça va dépendre de votre équipe, de comment elle est dimensionnée, du produit que vous avez, de comment elle fonctionne. Donc, chaque équipe aura son propre SLE.
C'est là où c'est peut-être aussi un peu plus dur à... C'est là aussi où moi j'ai des points de friction, où je dois faire un peu de jeu politique, c'est de ne pas comparer une équipe à l'autre. Parce qu'une équipe, elle peut avoir 85%, c'est 20 jours pour le SLE. Une autre équipe, c'est 85%, c'est peut-être 10 jours. Mais l'équipe, si ça fait un an qu'ils sont, un an de plus qu'ils travaillent ensemble, ou ils ont beaucoup plus de seniors, par exemple, ça peut jouer. Enfin, ça joue forcément sur comment ils connaissent le produit. Si ça fait longtemps qu'ils sont sur le même produit, forcément la connaissance, ils l'ont, donc en termes de développement, ça va se ressentir. Mais tout ça, ça s'explique. Et une fois que vous l'avez expliqué à n'importe qui prend part à votre produit, au développement de votre produit, ben, en fait, c'est assez simple après pour lui de savoir. Il y a quand même certains managers qui ont du mal, mais la plupart, enfin, je peux dire les trois quarts, comprennent bien que ça sert à rien de comparer, c'est vraiment une équipe. Par contre, ce qu'on peut challenger, c'est essayer que nos 80, enfin, que notre SLE se réduise au maximum. Et donc, en fait, là, ce qu'on vient de voir, donc on a vu trois ingrédients qui sont le no estimate avec, on fait plutôt l'impact que le coût, l'empirisme, la gestion du flux, les trois métriques qui vont avec, le work in progress, le temps de cycle, le débit, les trois graphiques qui sont, enfin, le CFD est directement, le cumulative flow diagram est directement dans Jira. Le nuage du temps, point de flux, pareil, si vous utilisez Jira, il est d'office dedans, mais il n'a pas la même tête, mais il est dedans. Donc vous avez en fait pratiquement de base tout à disposition. Après, il existe des outils, hein, je vous donnerai des ressources à la fin. Des outils à brancher à Jira ou à des extractions que vous avez de Jira ou n'importe quel autre outil de Tiki, hein, ça marche, qui vont vous permettre de faire ces graphiques sans que vous ayez à faire aucun développement. Donc là, c'est cool. Maintenant, on a tout ça, mais on ne sait toujours pas comment on va calculer notre prédictibilité. Donc, on va toujours pas pouvoir répondre à la question du manager de départ ou du sponsor, du client qui vous demande, mais ça va être fini pour quand? Et bien, c'est maintenant qu'on va le voir avec le quatrième ingrédient. Donc, c'est à partir de cette partie où je peux dire désolé pour les éditeurs de cartes de poker planning, parce que du coup, c'est cette partie qui va permettre de dire, jetez vos cartes, vous en avez plus besoin. Les sites en ligne de poker planning non plus, vous en avez plus besoin. Vous avez trois ingrédients sur quatre. Là, avec le quatrième, vous allez pouvoir vous passer complètement des estimations. Et le quatrième ingrédient, c'est la simulation de Monte-Carlo. Donc là, normalement, si on était en physique, je vous aurais fait lever la main pour savoir si vous connaissiez un peu comment ça fonctionne, le Monte-Carlo. Euh, Monte-Carlo, en fait, ça a été c'est allusion au jeu de hasard au casino de Monte-Carlo, hein, pas loin de Monaco. Il y a deux personnes qui sont arrivées dans le casino et qui ont compris qu'en comptant les cartes, ils pouvaient plumer le casino parce que c'était un hasard, mais pas tant que ça, puisque les cartes revenaient à c'était un certain roulement, les mêmes cartes revenaient, donc ils les ont comptées, ils ont réussi à engranger tellement de gains que le casino a bien vu qu'il y avait eu tricherie. Donc moi, ils n'ont pas eu l'argent hein, qui allait avec. Mais voilà, c'est pour ça que ça s'appelle simulation de Monte-Carlo. Donc la première allusion, c'est là, et après ça s'est beaucoup développé c'est beaucoup moins marrant du coup. Ça s'est beaucoup développé pendant la Seconde Guerre mondiale enfin, c'est ULA, mais j'ai plus le nom de l'autre personne qui l'ont développé pour les recherches sur la fabrication de la bombe atomique. Donc c'est parti de là, du coup, vraiment, où ça s'est développé, la simulation de Monte-Carlo. C'est aussi beaucoup utilisé, donc c'est des mathématiques, hein, une formule, enfin, c'est des formules mathématiques. C'est pareil, je vous mets à la fin, vous allez avoir le lien vers le code, enfin le bout de code permet de faire les simulations de Monte-Carlo pour pouvoir les intégrer si vous voulez les mettre en place de votre côté. Et ces simulations, c'est aussi utilisé dans ce qui est le cours des actions, les prévisions de vente pour des sites e-commerce ou même pour des concessionnaires de voitures. Et c'est aussi utilisé dans la météo pour savoir les trajectoires des ouragans, des tempêtes, ou de la pluie par exemple. Et bien, on se base sur des simulations de Monte-Carlo. En fait, on prend toutes les données en entrée qu'on a, on joue un scénario, c'est au moins 10 000 fois, avec une variable aléatoire. Donc là, dans la gestion de projet, c'est le timestamp de l'ordinateur, ça, c'est une première variable. Il y en a une deuxième, mais la première, c'est celle-là. On change, comme toutes les secondes, ça change, on prend le timestamp, et ça fait une variable aléatoire, et ça vous donne des résultats. Et après, en compilant combien d'occurrences on a eu pour chaque résultat, on arrive à prédire si, par exemple, l'ouragan, il va plutôt
continuer tout droit, plutôt remonter vers le nord, enfin là, le nord des États-Unis, plutôt redescendre, ou stagner, ralentir, accélérer. Et du coup, c'est bien, ça s'applique à la météo, mais comment ça s'applique à notre gestion de projet? Comment ça s'applique dans notre produit, dans notre flux? Ce qu'on va voir. Donc là, on va considérer bon, voilà, on va prendre un flux au hasard. Donc là, j'ai pas le droit de mettre les données de mon client. Donc j'ai pris des données au hasard, un tableau au hasard, avec bah, des ID de tickets, des noms d'étapes de votre processus, des noms d'équipes, le type aussi du ticket que c'est, le nombre de jours où ça a été bloqué, où on n'a pas pu travailler dessus. Donc voilà, on a un flux. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. C'est notre passif. C'est voilà à partir de quoi on va sur quel échantillon, enfin, sur quelles données on va pouvoir lancer la simulation de Monte-Carlo. Là, on va considérer maintenant qu'on a une nouvelle demande. Donc, un client, enfin, une partie prenante est venue avec une idée de se dire, tiens, j'aimerais bien qu'on rajoute telle fonctionnalité sur le site. Donc, toute l'équipe a fait ce qu'il fallait avant pour maturer le ticket et tout. On a fait le story mapping, on a bien découpé, on a fait tout ce qui va bien. Et on est arrivé au résultat qu'il fallait 20 tâches, donc 20 lignes, bah, comme dans ce flux-là, pour réaliser cette feature et pouvoir la mettre en production. Donc maintenant qu'on sait que c'est 20 tâches, en fait, on passe à Monte Carlo l'échantillon, enfin pas l'échantillon parce qu'on passe les données en entier. Donc on lui passe son tableau, on dit qu'on a 20 tâches à réaliser. Donc en se basant sur notre passé dans l'équipe, notre passif, comment on fonctionne, quand est-ce que j'aurai mes 20 tâches de terminer? Et bien Monte Carlo est capable de vous le donner directement avec des indices de confiance. Donc c'est pas exactement les mêmes de ce qu'on a vu tout à l'heure avec le nuage de points du temps de flux, hein. Enfin, c'est les mêmes pourcentages, mais ça n'a pas la même lecture. C'est que là, Monte Carlo, il vous dit, ben, vu votre équipe, vu comment vous fonctionnez, il y a la probabilité que vous terminiez vos 20 tickets, c'est plutôt après le 10 octobre. Si vous démarriez, enfin, si vous, le truc c'était que je l'avais lancé en septembre, ce sera le 10 octobre pour faire vos 20 tickets. Et tu as 95% de chances de les avoir. Donc ça, c'est de la même façon que le SLE qu'on a vu tout à l'heure. En fait, c'est à discuter en équipe quel pourcentage on prend. Est-ce qu'on se sent à l'aise? On se prend 50%, 75%. Est-ce qu'on est un peu plus frileux pour 85%? Ou est-ce qu'on n'a pas confiance en nous? Par exemple, l'équipe, elle vient d'être, on a un seul, enfin voilà, on n'a qu'un mois d'historique, par exemple, un mois ou deux d'historique seulement. L'équipe a fait x2 en termes de personnes. Ou au contraire, elle a été divisée par deux. On a enlevé beaucoup de développeurs dans l'équipe. On va plutôt aller chercher le 95% pour se dire, on va prendre large. Comme ça, au moins, le manager, enfin, le project manager, la hiérarchie, tous les strates que vous pouvez avoir qui peuvent venir vous taper dessus, en fait, le feront pas puisque vous allez pouvoir annoncer le délai que vous voulez. Ce qu'il faut, et ce que j'ai vu et ce qui apporte beaucoup toujours à la confiance, la transparence, c'est de mettre à disposition ce résultat-là, donc ce graphique, à toutes les personnes qui ont un impact ou qui ont des décisions à prendre sur votre produit. De leur dire, ben, tu veux savoir 20 tickets, enfin, ta feature, quand est-ce qu'elle sera faite, ça se passe ici. Ta feature, elle fait 20 tickets, donc tu le sais, on te l'a écrit et tu étais là avec nous quand on t'a livré le résultat de notre story mapping. Donc tu peux, en gros, t'amuser avec ce graphique, mais nous, on prend comme indice de confiance, par exemple, 85%. Donc à aujourd'hui, si on devait te l'annoncer, ce serait 6 octobre. Peut-être demain, ça aura bougé. Enfin, forcément, demain, ça aura bougé. Si on termine un ticket, ça va forcément bouger. Si tu reviens dans une semaine, ce sera peut-être plus le 6, ce sera peut-être le 8, le 9 ou le 4. Mais nous, aujourd'hui, là, si on dit par exemple 20 mars, on t'annonce 6 octobre 2023 pour terminer tes tâches. Enfin, pour terminer ta feature avec 85% de confiance que tu l'aies à disposition en production. Et une fois que vous avez donné ça, enfin, faut faire des itérations parce que la première fois, il comprend pas, il veut le 50%, hein. Faut pas se leurrer. Moi, il y a encore une personne, enfin, j'ai encore un stakeholder là qui veut du 50% tout le temps, hein. Chaque fois, il nous challenge pour dire pourquoi pas le 1 au lieu du 6. Malgré que ça fait plus d'1 an que ça tourne. Il veut toujours qu'on aille chercher le 50% et il challenge toujours le 50%.
Et mais comme là, on a mis confiance, transparence, on lui montre que c'est par rapport aux données, donc c'est pas du pif, c'est pas juste on te le bah, vas-y vers le 6 parce on veut du temps, on veut de la marge. C'est voilà, on s'est basé sur des statistiques mathématiques, on s'est basé sur notre flux, on s'est basé sur comment on fonctionne. Et en fait, le dernier, c'est dans l'autre sens, c'est une deadline, parce qu'on marche encore beaucoup en deadline, c'est de se dire, ben, mon ticket, pour telle date, combien de tickets vous aurez terminé? Là, ça permet de prioriser. Si on vous avez un problème de priorisation ou si les parties prenantes ont un problème de priorisation, comme il fonctionne beaucoup en deadline, je le vois beaucoup là chez mon client, c'est en deadline, ben, se dire, ben, OK, ta deadline, c'est telle date, ben, il n'y a que 50% de chances qu'on te fasse 12 tickets. Par contre, comme nous, on prend 85%, tu n'auras que 7 tickets. Donc, par rapport à toute la liste que tu nous as donnée, tu n'as que 7 tickets, donc priorise-les bien. Et à force, ça rentre voilà, ça rentre dans pas dans la routine, mais ça fait du dialogue, ça fait des échanges, ça met de la confiance, de la transparence entre l'équipe et la hiérarchie, et ça met l'équipe surtout au centre et décisionnaire de ce qu'elle va annoncer. C'est pas, voilà, c'est pas, on peut pas venir taper sur l'équipe, on peut pas dire, ouais, mais comme c'est du pif, vous allez vous tromper. Oui, on va se tromper, ce sera peut-être que 5 tickets. Avec de la chance, ce sera peut-être 8, 9, 10. Mais à l'instant où on te l'a donné sans estimer, sans donner du pif. Pour terminer, j'ai quelques exemples du coup du quotidien de projets qui existent. Donc ça, c'est l'outil WeViz. Donc il y a les références à la fin qui permet, vous le branchez à Jira, vous le branchez à votre projet, enfin à votre board, et ça vous fait les calculs tout seul tous les jours, ça les rafraîchit. Donc ça, c'est toujours WeViz, mais c'est exactement le même principe, sauf qu'il y a plus de données puisque c'est un autre projet. Vous avez le vieillissement en jours, voilà, en moyenne c'est 13 jours, les tickets il reste 13 jours. Vous avez directement les prévisions en bas, il suffit de changer le combien de tickets vous pouvez terminer pour telle date, le quand vous aurez terminé. Donc ça vous donnez ça accès en lecture, hein, du coup forcément aux parties prenantes et ils auront accès à tout ce qui se passe dans votre équipe en toute transparence. Il n'y a plus de c'est une grosse boîte noire, notre équipe. Ils nous disent que c'est dans 10 sprints, peut-être ils se prennent de leur marge, ils font rien. En fait, non, parce que ils ont accès au même board que vous, en même temps que vous, avec les mêmes infos que vous. Et donc, il n'y a pas il peut pas avoir de bullshit, il peut pas avoir de mensonge. Le troisième, c'est le truc custom. Comme j'ai plus accès, enfin, j'ai pas accès à l'outil Weaviz, je me suis fait les trucs moi-même dans Google Sheets à partir d'export Jira qui se base sur tout ce qu'on vient de voir. Combien de tickets on a terminé, le temps de cycle moyen, mon forecast avec du pseudo Monte Carlo, puisque je lance pas 10 000 simulations, qui permet de dire, ben, tu auras 17 tickets le sprint d'après. Tac, donc là, les différentes ressources et outils. Donc, Weaviz, qu'on a vu, Actionnable Agile, qui fait à peu près la même chose dans Jira. Pacemaker, encore un autre outil. La formule de calcul de Monte Carlo, comme je vous ai dit. Voilà toutes les ressources. Et pour finir par une dernière citation d'Henri Bergson, qui est un philosophe français, qui disait que prévoir consiste à projeter dans l'avenir ce qu'on a perçu du passé. Ben, c'est typiquement l'empirisme. On regarde ce qu'on a fait dans le passé pour essayer de prévoir, essayer de se projeter dans le futur, sachant que c'est pas écrit dans le marbre en fait. C'est à un instant donné, c'est vrai, mais il faut venir régulièrement mettre à jour, régulièrement regarder ce qui s'est passé. Quelques citations, dont beaucoup de Frédéric Le Guédois, parce qu'il m'inspire beaucoup. Je vous laisserai les regarder quand vous partagerez de toute façon les supports, il n'y a pas de problème. Et c'est terminé pour moi. Merci, du coup, merci de votre attention. Puis si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Voilà, c'était là. Oui, je suis là. Ouais. Il y a quelques questions, mais en fait, on Ouais. a dépassé le J'ai passé, temps, donc ouais. je ne sais pas trop si on peut y répondre. Voilà, il y a des demandes. Est-ce que le support sera partagé? Quel est le profil de votre générateur d'entrée pour votre simulation de Monte-Carlo? Quel outil utilisez-vous pour votre simulation de Monte-Carlo? C'est Peut-être. Weaviz. L'outil, c'est Voilà, c'est Weaviz. Weaviz. Ouais. Je le mets dans le chat si vous voulez l'outil. Ouais, je te remercie. L'outil, c'est Weaviz qui fait pratiquement tout. En fait, vous le branchez, enfin, il est payant, mais c'est 100% français. Euh, Développé en France, hébergé en France, fait par des Français.
Enfin, c'est une équipe française qui gère. Et ça se branche directement à Jira, soit en mode plugin, soit en mode SaaS. Ça peut être installé sur un serveur dans votre entreprise aussi. Enfin, ça fait tout. Moi, je l'utilise pour la partie une équipe, mais là, maintenant, ils ont implémenté la partie portfolio. Ils sont capables de gérer des programmes, donc faire du agilité à l'échelle dans cet outil. Mhm. Il fait tout. Et le support, bah, je le partagerai, je ne sais pas comment d'ailleurs, mais je peux le partager, bah, je le partagerai à l'équipe du PIAF. Et après, je ne sais pas comment vous allez repartager, Alain, Je sais pas, j'ai pas l'info, mais ce sera certainement mais repartagé, je pense, par les biais de communication ouais. classiques, genre LinkedIn ou autre truc. Mais ça, c'est à affiner. J'ai pas je peux rien affirmer. Hop, voilà. Vous avez toutes les notes en plus, toutes les explications, tous les liens, enfin, tout est dedans. Donc après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, même après, enfin, hors là, il y a LinkedIn, n'hésitez pas. Ah, on voit pas le lien. Si, Je vais si, il y l'attacher. est bien. Si, c'est bon. Ouais, ouais, il est dans le chat. Il reste plus qu'à appliquer et à nous faire un retour après. Ah ouais, je suis preneur de si vous tentez l'expérience, de voir ce que ça donne, et puis bah, même de peut-être accompagner, parce que du coup, ça fait, je prends encore 10 secondes, ça fait 2 ans hein, que j'applique le truc dans mes équipes. Mm. Donc j'ai des équipes, une équipe super mature, du coup, ça fait 2 ans qu'ils sont dessus, et j'ai des équipes où ça va faire une semaine ou deux. Donc je vois les écarts, mais c'est intéressant. Peut-être qu'on va rendre l'antenne pour pas couper trop tard. Ouais, dans le support, je mets juste mon mail. Et Ouais. ça, si vous avez des questions, je vais virer ma tronche. Hop, voilà. Oh, c'est dommage, elle était jolie ta petite vignette. Ah, Oh. bon, je la mets plus loin. Ouais, Voilà. déplace-la quand même, qu'on se Bon, souvienne de toi. je la mets en dessous. Voilà. Hop. Voilà. Bon, j'espère que tout le monde a réussi à récupérer le lien vers le support et puis de toute façon, on pourra bien repartager un peu plus tard. Ouais. Hélène, n'hésite pas du coup à m'envoyer un mail et on en discute comme je vois ta question. Ou LinkedIn si tu veux. On peut en parler, pas Mm, de problème. Et là, exactement. ben, merci beaucoup à tous Eh et bien, toutes. merci à tous, bonne soirée et merci d'être venu au PIAF et on vous espère nombreux demain aussi.